Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie du cours sur à la recherche de la vie dans l'univers. Aujourd'hui, le système solaire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante sylvain.chaty@utreparis.fr. Nous allons donc commencer ce cours avec un rappel des 50 ans de colonisation spatiale. Alors, qui dit exploration, dit exploration tout d'abord à distance, c'est-à-dire depuis la Terre, avant d'avoir une exploration rapprochée, c'est-à-dire avec des observations en orbite, et pour terminer, le plus précis, c'est quand on est in situ, c'est-à-dire qu'on atterrit sur l'astre. Et là, vous avez un peu un historique de ces explorations, depuis Yuri Gagarin, qui devient le premier homme dans l'espace, Neil Armstrong, Buzz Aldrin sur la Lune, la Station spatiale internationale et les différents lancements jusqu'à cette année. Euh, il y a aussi évidemment son lot de problèmes avec les crashs de Soyuz par exemple ou les explosions de Challenger ou Columbia, les navettes spatiales de la NASA. Alors l'explosion spatiale, en fait, on pourrait dire qu'elle commence pendant la guerre avec, en 1942, l'Allemand von Braun, qui réussit le premier vol de la fusée V2, qui est en fait un missile balistique qui va être utilisé au cours de la Seconde Guerre mondiale, et qui en fait, von Braun va être récupéré par les Américains pour développer le programme spatial américain, et von Braun sera en fait le père de la fusée Saturn V, qui est la fusée qui a emmené des astronautes sur la Lune. Alors au départ, en fait, c'est plutôt les soviétiques qui étaient en avance, mais qui d'ailleurs lance en 1957 le premier satellite artificiel de la Terre, Sputnik 1, qui est une sphère de 58 cm de diamètre pour une masse de 83 kg et qui est sur une orbite excentrique avec une altitude entre 230 et 950 km, une période orbitale de 1h30 et qui émet un bip bip détecté par les radioastronomes sur Terre. Et en fait, ça va provoquer un véritable traumatisme aux États-Unis, un authentique Pearl Harbor technologique selon les historiens, et qui va en fait déclencher le début de la course à l'espace. Alors les soviétiques sont toujours en avance avec Sputnik 2, lancé le 3 novembre 1957. Et là, vous voyez la chaîne Leica, qui est en fait le premier être vivant envoyé dans l'espace à bord de ce Sputnik 2. Elle mourra dans l'espace, mais aura quand même droit à une statue et même à un timbre à son effigie. Ensuite, il y a d'autres êtres vivants qui sont envoyés, les deux chiens Belka et Strelka, des souris, des rats, des plantes aussi, envoyés dans l'espace, puis récupérés, eux, à l'inverse de Laika. Donc voilà, les soviétiques sont toujours en avance, tellement qu'ils lancent d'ailleurs Luna 3 qui va photographier la face cachée de la Lune, ça c'est en 1959. Il y aura plusieurs sondes Luna qui seront envoyées. Il continue avec, en 1961, le lancement de Yuri Gagarin qui fait son premier vol orbital autour de la Terre. Et parité oblige, Valentina Tereshkova, la première femme envoyée dans l'espace en 1963. Alors, cette course dans l'espace, cette course à l'espace, en fait, en parallèle entre les États-Unis et l'Union soviétique, elle va être, on va dire, bien que les soviétiques aient au départ engrangé beaucoup de succès, elle va être gagnée par les Américains, donc Armstrong et Aldrin, qui marchent sur la Lune en 69. Et en fait, ironie du sort, vous avez quelques clichés, l'ironie du sort, c'est qu'en même temps, le 21 juillet 1969, donc un jour plus tard seulement, Luna 15, une sonde soviétique, s'écrase sur le sol lunaire. Donc un jour après l'alunissage réussi, les soviétiques, eux, écrasent leur sonde sur la Lune. Donc on pourrait dire que les Américains ont gagné, en fait, ils ont gagné la course à la Lune, en tout cas la course pour envoyer des humains sur la Lune. Les Soviétiques, eux, continuent à envoyer des sondes vers la Lune pour explorer la Lune. Les Américains, eux, continuent à envoyer des hommes. Et là, vous voyez différentes missions avec Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13. Vous savez qu'elle ne va pas atterrir sur la Lune, mais elle va tourner autour de la Lune puis revenir sur Terre. Apollo 14, 15, 16 et 17. Et donc, depuis la Lune, maintenant, autour de la Lune, quand on orbite autour de la Lune, on peut photographier les différents lemmes lunaires qui sont là, donc Apollo 11, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17. Et on peut même voir sur Apollo 14, là avec une échelle de 100 mètres, pardon, on peut voir le module lunaire, l'ombre de module lunaire,
les traces des astronautes et des instruments scientifiques qui sont laissés un petit peu plus loin. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus d'humains sur la Lune. Par contre, il y a des humains sur la Station spatiale internationale, des hommes et des femmes de différents pays. Donc là, vous avez la station spatiale qui est grande comme plusieurs bus, avec de grands panneaux solaires qui réfléchissent la lumière. Et c'est ce qui fait qu'on voit la station spatiale dans le ciel lorsqu'elle passe au-dessus de nous et que les panneaux solaires reflètent la lumière du soleil. Donc ça, c'est la présence humaine. Elle est à 400 km d'altitude et il y a une présence humaine permanente autour de la Terre. Mais il n'y a pas d'hommes ni de femmes plus loin pour l'instant. Alors maintenant, nous allons explorer le système solaire et en particulier les 4 corps telluriques et les 4 corps gazeux. Donc 4 planètes telluriques, 4 planètes gazeuses, 8 planètes dans le système solaire. Alors évidemment, là, ce n'est pas du tout à l'échelle. Si on les replace à l'échelle, ça donne ça. Vous avez le Soleil qui est 100 fois plus grand que la Terre et la Terre qui est 10 fois plus petite que Jupiter. Et donc vous avez Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les distances ne sont pas à l'échelle. Seuls les diamètres le sont, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Après, il y a des planètes naines, Cérès, Pluton, Oméa, Makemake, Eris. Et puis, évidemment, il y a aussi beaucoup d'astéroïdes, de comètes, dont on parlera. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce diagramme de diamètre en fonction des masses volumiques des corps du système solaire. Là, vous voyez ici, en fait, une bizarrerie. C'est que la Terre est le corps qui est dans la, on va dire, dans l'échelle moyenne des diamètres, et par contre qui est très dense, c'est la plus dense. C'est la plus dense avec Mercure et Vénus. Ensuite, il y a Mars, Lune, Europe. Après, on va vers les planètes et satellites de glace, type Pluton par exemple, ou même Titan. Ici, plus grand mais peu dense, il y a les planètes géantes, qui sont en fait gazeuses. Encore plus grand mais pas dense non plus, c'est le Soleil. Après, tout petit, mais très peu dense, c'est les comètes, qui sont en fait des corps très poreux avec beaucoup de glace et de la poussière. Et puis après, plus dense, c'est les astéroïdes, petits satellites, silicate, fer, matière organique, etc. Donc, on voit que la Terre, elle a un statut particulier qui est peut-être lié au fait qu'elle abrite d'ailleurs de la vie, c'est qu'elle est très dense. Alors, la Lune, y a-t-il de l'eau sur la Lune? Sachant qu'elle n'a pas d'atmosphère, qui fait moins 150 degrés la nuit, plus 120 degrés le jour, la réponse, on a tendance à dire non. Mais en fait, si, il y a de la glace d'eau dans les cratères des pôles lunaires, à moins 200 degrés, qui provient de météorites et de comètes qui tombent sur la Lune et qui eux-mêmes sont formés de beaucoup d'eau. D'ailleurs, c'est un endroit où les Américains aimeraient bien se poser dans les pôles sud lunaires, puisqu'ils pourraient extraire de l'eau pour faire de l'oxygène, et ils pourraient aussi avoir un ensoleillement permanent, sachant que si vous êtes sur la Lune n'importe où, comme la durée du jour dure 29 jours terrestres, ça veut dire que si vous êtes quelque part où il fait jour sur la Lune, il va faire jour pendant 15 jours. Si vous êtes quelque part où il fait nuit, il va faire nuit pendant 15 jours. Donc il vaut mieux être sur les pôles où là vous pouvez orienter les panneaux solaires pour avoir constamment du soleil et donc de l'énergie. Alors on sait qu'il y a de l'eau dans les pôles puisqu'on peut détecter des neutrons qui sont produits par des réactions nucléaires dues au rayon cosmique et ces neutrons sont ralentis par le deutérium qui est en fait de la glace lourde et on le voit ici, les endroits où c'est le plus ralenti c'est au pôle nord et au pôle sud. Et ça c'est la preuve qu'il y a de l'eau dans les cratères polaires. On a aussi envoyé une sonde L-CROSS qui a impacté le sol lunaire et on a analysé le panache qui en est sorti, composé en grande partie d'eau. Les Chinois ont lancé récemment la sonde Chang'e 4, qui en fait est une sonde qui était destinée à explorer la face cachée de la Lune, qui est plus dur à explorer parce que en fait, quand on est sur la face cachée, on ne peut pas communiquer avec la Terre. Ce qui fait qu'il faut lancer un satellite relais, qui était Kueqiao, satellite relais qui lui communique avec la Terre et la sonde qui s'est posée, Chang'e. Et donc le but c'était, en fait ça avait été survolé plusieurs fois et donc on avait déjà pris des photos de la face cachée, mais jamais on s'était posé parce qu'il y a cette difficulté technique d'ajouter un satellite relais. Donc voilà une image de Chang'e. Et là, voilà une image qu'elle a prise avec la face cachée qui est en fait très cratérisée, encore plus cratérisée que la face qu'on voit, puisque dans la face qu'on voit, en fait, elle a reçu un peu moins de météorites à cause de la présence de la Terre. Donc de l'autre côté, la face cachée, elle est plus cratérisée.
Donc voilà pour la Lune. La Lune, c'est pas là qu'on va rechercher de la vie. Il y a de l'eau, sous forme de glace bien sûr, hein, mais c'est pas là qu'on va rechercher de la vie. Mercure, y a-t-il de l'eau sur Mercure? Bah, c'est pareil comme sur la Lune. Alors il y a une atmosphère mais très ténue et il fait entre moins 150 et plus 450 degrés. On a aussi finalement de la présence de glace d'eau dans les cratères des pôles, là où il fait moins 150 degrés, qui provient aussi, comme sur la Lune, de météorites et de comètes. Ça, c'est une vue radar où on voit les taches réfléchissantes au pôle sud, ici et là. Donc la tâche principale, c'est la glace d'eau dans le cratère qui réfléchit la lumière, la lumière radio des radars. Donc voilà, encore une fois, il y a de l'eau, mais ce n'est pas là qu'on va chercher de la vie. Et donc on va maintenant passer à une autre planète, la deuxième du système solaire, la deuxième planète tellurique qui est Vénus, dont la taille et la masse sont très comparables à celles de la Terre, avec une atmosphère très très épaisse, tellement épaisse qu'on pensait aux années 60 que peut-être derrière cette atmosphère, en dessous de cette atmosphère, il y aurait une végétation luxuriante, un peu type Amazonie. Donc atmosphère épaisse essentiellement constituée de CO2. D'ailleurs, Vénus, c'est la déesse de l'amour, hein, donc on va voir si c'est vraiment une caractéristique d'une planète amoureuse. Mais en tout cas, donc cette atmosphère est essentiellement constituée de dioxyde de carbone, et quand on enlève quand on enlève cette atmosphère, ce qu'on voit, c'est cette surface qui semble très en fait volcanique, et on va voir qu'il y a eu du volcanisme actif sur Vénus. Donc ça, c'est l'image de l'atmosphère de Vénus. Voilà, là, c'est la surface de Vénus avec une présence d'oxygène dans des sols riches en oxyde de fer, avec une surface très hostile, des dômes volcaniques, des coulées de basalte similaires à ce qu'on trouve dans les dorsales océaniques terrestres. La largeur de l'image, là, c'est 25 km. Et des sondes, en particulier Venera en 1970 et Magellan dans les années 90. Donc Venera, c'était soviétique, Magellan, c'était américain, avec des sondes radar qui vont imager en perçant, grâce aux ondes radar, perçant l'atmosphère pour imager le sol. Alors, comment est Vénus? Donc 100% de couverture nuageuse, composée principalement d'acide sulfurique, avec des vents de 300 km/h, une pression de 90 atmosphères, 90 fois la pression atmosphérique terrestre, et une température entre 450 et 480 degrés Celsius, très élevée. La composition de l'atmosphère, c'est 0,002% d'eau, ce qui correspondrait à une couche d'eau liquide d'une épaisseur de 1 cm répartie tout autour de la Terre, avec une eau photolysée par les ultraviolets solaires et d'hydrogène, ce qui fait que l'eau en fait, ne peut pas résister à l'état liquide à la surface de Vénus. Donc voilà, la composition, c'est 96% de CO2, 3% d'azote, après il y a du SO2, de l'argon, etc. Et vous voyez ici, c'est la température en fonction de l'altitude, donc 450 degrés à la surface, et puis après, plus vous montez en altitude, plus la température descend, et donc il y a une partie vers 50 km par là, vers 50 km d'altitude, vous avez une température qui est entre 0 et 40 degrés. Donc on pourrait se dire que s'il y a de la vie, ben, c'est plutôt par là qu'elle pourrait être présente. Alors, de façon assez intéressante, mais très polémique, il y a eu dernièrement la détection de phosphine, pH3, une molécule rare, découverte dans les nuages d'haute altitude de Vénus, avec les interféromètres radio GCMT et ALMA, dans le millimétrique. La température y est de 30 degrés, 90% de composition en acide sulfurique, et cette phosphine est synthétisée sur Terre par des microbes dans des environnements où il n'y a pas d'oxygène. Donc c'est assez intéressant, on pourrait dire que c'est la signature d'une vie aérienne. En fait, les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus, puisque beaucoup, ou la plupart même, pensent que la phosphine, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas la créer par d'autres choses que des bactéries sur Terre, qu'elle n'est pas créée par autre chose, et donc il peut y avoir une synthèse de phosphine de façon chimique dans la haute atmosphère, sachant qu'elle a déjà été détectée, cette molécule, dans les atmosphères de Jupiter et de Saturne. Donc voilà, Mercure, Vénus et la Lune, pour l'instant on oublie pour la détection de vie, et maintenant on va faire un saut, on passe au-dessus de la Terre et on arrive sur Mars. Donc voilà la tête de la planète Mars. Là vous voyez tout de suite que l'atmosphère en fait est très ténue, puisqu'on voit tout de suite la surface, hein, c'est très très différent de Vénus.
tellement ténue d'ailleurs que quand vous avez une tempête de sable, ça va recouvrir l'ensemble de la planète. Là, vous voyez, avant tempête et pendant tempête, et on ne voit quasiment pas la surface de Mars pendant la tempête de sable. Donc Mars, c'est la quatrième planète tellurique avec une très faible masse et gravité, de l'ordre de 38% de la gravité terrestre, température entre moins 100 et 0 degrés à l'équateur, et une température moyenne de moins 50 degrés, c'est-à-dire que le 21 juin, donc en été à midi, il fait 0 degrés. Voilà les premières observations de la planète Mars, en fait les premières évidemment avec des instruments, hein, parce qu'à l'œil nu c'est depuis l'Antiquité, même avant. En 1666, Jean-Dominique Cassini découvre des calottes polaires sur Mars. Il se dit que ça va être fait de glace d'eau, constitué de glace d'eau. Et en effet, la spectroscopie lui donnera raison, mais bien plus tard, 3 siècles plus tard, on confirme que c'est bien de l'eau qui se trouve ici. Ensuite arrive l'ère des bâtisseurs de canaux martiens, et en particulier, là vous voyez une carte de Giovanni Schiaparelli, un astronome italien qui observe Mars et qui voit des structures en forme de chenaux. Et les chenaux, ça peut être artificiel ou naturel. Il appelle ça des canali. Canali, c'est vraiment un terme italien qui signifie chenaux, c'est-à-dire ça peut être artificiel ou naturel. J'insiste là-dessus, puisque lui, après, il ne voyait pas de traces artificielles, on va dire, mais ça va être repris par certains, dont un richissime américain astronome amateur, Percival Lowell, qui en 1895 dessine une carte de Mars avec des canaux d'irrigation. Donc ils prennent l'eau qui se trouve dans la calotte polaire et l'amènent à différentes villes de Mars. Donc de là en fait naît le mythe du Martien, à tel point en fait que en 1910, Percival Lowell est invité par l'éditeur de Nature à écrire un compte rendu de ce qu'on connaît sur les canaux martiens à l'époque. Alors, on a quelques météorites qui nous proviennent de Mars, à peu près une cinquantaine. Ce sont des météorites dites SNC, c'est-à-dire Sciagoti, Nakla, Cassini, du nom de lieu de chute des 3 prototypes, qui contiennent des molécules organiques. Il y a quelques années, il y a une polémique sur une météorite ALH 84001 qui, d'après certains, aurait pu contenir des nanobactéries martiennes fossilisées. Et en fait, on s'est rendu compte peu à peu que c'était des microfossiles qui s'étaient formés par des processus minéraux après une infiltration d'eau terrestre dans la météorite. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Mars? Il y a plein d'eau. Et la première image de Viking 2, la sonde Viking 2, la sonde américaine de 1976, montre qu'il y a du givre sur la surface au petit matin. Donc il y a de l'eau sur Mars. On a des roches recouvertes de poussière, une composition similaire à celle de la côte terrestre, avec une origine volcanique ou sédimentaire, et vraiment une présence d'eau partout sur le sol martien, mais par contre aucune molécule organique et pas de vie, au moins jusqu'à quelques centimètres sur la surface. Pour la petite histoire, la sonde Viking, enfin les sondes Viking, avant de partir sur Mars, ont été stérilisées, chauffées dans un four, c'est ce que vous voyez ici, pour éliminer, tuer toutes les bactéries, tous les microbes qui pourraient se trouver sur la surface, pour ne pas contaminer, s'il y avait de la vie sur Mars, pour ne pas contaminer cette vie et pour ne pas la détruire. Alors depuis, en fait, avant et depuis, il y a eu beaucoup de missions, hein, les Mariner 4 dans les années 60, Mars 2, 3 non soviétiques dans les années 70, Viking 1 et 2 américaines, ensuite Mars Global Surveyor américaine, Mars Pathfinder Sojourner américaine, Mars Odyssey et Mars Express qui sont toujours actives sur la planète Mars, Spirit Opportunity qui étaient des rovers américains, Mars Reconnaissance Orbiter toujours actif aussi, Phoenix, Curiosity, Mars Orbiter Mission, Maven, ExoMars, TGO et InSight, ça ce sont des missions qui sont encore actives sur la planète Mars. On voyait surtout des missions américaines, une soviétique, une seule soviétique, quelques européennes, deux en fait, donc une Roscosmos, donc Russie, une indienne. Voilà, ça c'est une mission passée ou actuelle. Il y a pléthore de missions qui ont été en destination de la planète Mars. Et il y en a plein dans le futur aussi, on va voir ça.
Ça, donc, c'est voilà, là vous avez euh, les différents points d'atterrissage des missions, certaines qui se sont crashées sur Mars et d'autres qui ont réussi. Et là, vous avez la dernière qui s'est posée, qui est la mission InSight, mission américaine, qui s'est posée en 2018. Donc avec ici la rentrée dans l'atmosphère, le freinage dans l'atmosphère avec le bouclier thermique, le déploiement du parachute, la séparation du bouclier thermique, et après ça se dirige vers le sol et ça atterrit. Donc tout ça, ça se passe très vite puisque vous voyez, entre l'entrée dans l'atmosphère et l'atterrissage, il se passe exactement 7 minutes. Et c'est ce que au JPL, au Jet Propulsion Laboratory, ils appellent ça les 7 minutes de terrain. Et vous voyez ici les différentes sondes qui sont posées. Dans Viking 1 qui s'est posé ici, Phoenix Pathfinder Opportunity, Viking 2, Spirit Curiosity et InSight ici. Il y a les futures missions martiennes. Alors il y en a qui sont en route, en particulier HOP, qui est la mission Emirates Mars Mission, qui est la mission des États Arabes Unis, envoyée en juillet dernier. Tianwen-I, qui est la mission chinoise, envoyée aussi en juillet dernier. Et finalement Perseverance, qui est un rover américain avec un petit hélicoptère, qui a aussi été envoyé en juillet dernier. Donc il y avait presque embouteillage sur le trajet Terre-Mars. Pourquoi ils choisissent tous cette fenêtre de lancement? Parce que du fait de l'orbite de la Terre et de Mars, en fait, Mars est au plus près de la Terre une fois tous les 2 ans, donc il ne faut pas rater la fenêtre de lancement. Et en 2022, du coup, il y aura une mission européenne qui s'appelle ExoMars, qui est très ambitieuse et qui projette de forer le sous-sol martien sur 2 mètres. C'est là pour voir s'il y a de la vie fossilisée ou même encore active sur Mars. L'atmosphère martienne est très ténue, seulement 0,6% de la pression terrestre, ce qui équivaut à la pression que vous auriez sur Terre à 50 km d'altitude, avec une composition de 95% d'oxyde de carbone. Vous voyez qu'on est très proche de la composition de Vénus, l'atmosphère de Vénus, sauf que, évidemment, on est avec une atmosphère beaucoup plus ténue. La vapeur d'eau représente seulement 0,021%. C'est comme si vous aviez une couche d'eau de 12 microns qui ferait le tour de la planète. Donc en fait, même moins que sur Vénus. Il y a moins d'eau dans l'atmosphère de Mars que sur l'atmosphère de Vénus. Mais encore une fois, c'est parce que l'atmosphère de Mars est très ténue. Il y a des volcans sur Mars. Là, je vous montre Olympus Mons, 22 km d'altitude pour ceux qui aiment les treks. Et là, vous avez une comparaison entre l'Everest, l'île de Hawaï et Olympus Mons. Alors l'île de Hawaï, bien sûr, par rapport au niveau de la mer, hein, ça c'est par rapport au sol. Et voilà, donc en fait, on se rend compte que le mont Olympe est très très grand. Par contre, la pente est très douce. Donc, vous pouvez faire un petit trek tranquille depuis la base de l'Olympus Mons jusqu'au sommet. La calotte polaire de Mars, comme je l'ai dit, il y a de l'eau partout sur le sol martien et on peut déjà se rendre compte qu'il y a de l'eau glacée sur le sol martien. Ça, c'est la calotte polaire nord, qui est à peu près la taille du Groenland, avec une épaisseur supérieure à 1 km. Là, vous voyez avec des images de MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Et là, vous avez la taille de la calotte ici. Donc, il y a des falaises de plus de 1000 mètres dans ce qu'on appelle les casmas. La calotte, c'est une succession de couches de glace d'eau plus ou moins riches en poussière. C'est ce que vous voyez ici. Parce qu'évidemment, c'est aussi une calotte qui est saisonnière. Donc, il y a du givre qui va tomber, en particulier du givre de CO2, dioxyde de carbone, qui va tomber, qui va ajouter de la poussière sur la calotte. Donc voilà, ça c'est la calotte polaire avec les canyons qu'on voit au milieu. Il y a des drôles de structures dans ces casmas, ces falaises. Il y a des petits volcans, ce qu'on appelle aussi des pingos, qui est une colline de glace recouverte de terre. Donc ça, c'est une image évidemment prise sur Terre et ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur Mars. Ça, c'est de la glace vue par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, qui orbite autour de Mars et qui prend plein de photos assez extraordinaires, il faut bien dire. Et là, on a la calotte polaire donc en été, en automne et en hiver. Vous voyez que c'est très saisonnier. La calotte, en fait, en hiver, se couvre d'une couche de à peu près 1 mètre de neige et de glace carbonique, ça va être de la glace de CO2. Et là, on peut voir une image un peu plus précise avec la calotte dite permanente et la calotte transitoire, un petit peu ce qui se passe sur les montagnes en été, en été et en hiver. Vous avez en été les glaciers, en fait, et en hiver, vous avez de la neige qui s'ajoute. Voilà la respiration, on va dire, entre la calotte permanente et transitoire.
Il y a aussi des vents très forts qui proviennent des pôles. Et vous voyez que ça occupe une place importante, hein, jusqu'à 60 degrés d'altitude nord. Ça correspondrait au nord de l'Europe, hein, si on était dans l'hémisphère nord de la Terre. Ça, c'est un lac de glace d'eau au fond d'un cratère avec un reste permanent de la calotte transitoire. Le reste de la calotte transitoire s'est retiré. Il reste cette petite partie-là, avec les flancs nord là, qui sont recouverts de givre. Voilà, donc ça, c'est pris par Mars Express en 2005. Et on pense même qu'il y a de l'eau liquide sous la calotte polaire. On pense qu'il y a un réservoir d'eau liquide de 20 km de large dans le sol martien, sous 1,5 km de glace. Donc là, vous avez la calotte. Là, vous avez une zone qui a été cartographiée en radar. Et vous voyez, sous la surface ici, vous avez une zone où il semble qu'il y ait de l'eau. Ça, c'est la calotte du sud, la calotte polaire australe de Mars. Et donc, il y a des satellites qui ont imagé la calotte polaire et qui détectent sous la surface une réflexion supplémentaire de zone radar qui, pense-t-on, est due à la présence d'un réservoir d'eau liquide sur la surface. Donc, c'est à confirmer, mais c'est un résultat intéressant qui voudrait dire qu'il y a encore de l'eau liquide sur la surface martienne si ce résultat est confirmé. Parlons maintenant de cratères et écoulements. En fait, il y a beaucoup de ruissellements qui sont asséchés à la surface de Mars et qui avaient déjà été vus par les sondes Viking. Ce qui veut dire que l'eau, et ça on le sait depuis les années 70, l'eau a coulé à la surface dans un passé lointain, jusqu'à il y a 3,8 milliards d'années, avec des affluents, des méandres, un vrai réseau fluvial. On a des cas, par exemple, il y a eu des débâcles qui ont créé des réseaux de vallées très larges avec des estuaires, des îles, dans un passé pas si lointain que ça, il y a 3,5 milliards d'années. On a d'autres exemples ici avec des lits asséchés qui ont été formés par des écoulements permanents de fluide sur la planète Mars lorsqu'elle était jeune. Ça, c'est Mars Global Surveyor. Là, vous avez des lits formés par des rivières souterraines. Alors ça, c'est sur la Terre, c'est pour ça que vous voyez de l'eau ici. Et ça, c'est l'équivalent sur Mars. Donc, on se dit qu'en fait, sur la Terre, sur Mars, il y a 3,5 milliards d'années, les conditions étaient finalement très similaires à celles qu'il y avait sur Terre. Ça, c'est l'Ecus Casma, l'une des plus vastes régions riches en traces d'eau, avec un delta d'une rivière martienne dans Nepenthes Mensae. Ça, c'est des caméras stéréo de Mars Express, avec de très belles images de ces canyons. Vous voyez que pour ceux qui sont amoureux de trek, eh bien, il faut aller sur Mars. Bon, c'est pas si évident d'y aller. Et ça, ce sont donc là, on voit des zooms sur l'intérieur de canyons où on peut voir que les océans ont déposé des couches, des strates sédimentaires. Ça, c'est Mars Global Surveyor qui a pris ces images-là, ainsi que Mars Express et Opportunity. Et maintenant, on voit là une image prise par un spectromètre de Mars Express qui a détecté, vous voyez ici, un lit de rivière asséché à côté d'un cratère. Et là, on voit en bleu la présence de glace, de sulfate et même d'argile, ce qui veut vraiment dire qu'il y a eu de l'eau qui a été absorbée par la roche martienne. Ici, on voit un réseau de polygones dans des cratères qui résultent de l'évaporation de lac. Et donc, avec ces images-là, en fait, on a la preuve qu'il y a eu de l'eau qui s'est écoulée en grande quantité sur la surface de Mars. Enfin, c'est un véritable laboratoire en fait de géophysique que ce Curiosity, qui est donc là-bas depuis 2012 et qui est encore sur place. Voilà, il s'est même fait un petit selfie de voyez, Curiosity au milieu de la planète Mars. Et donc Curiosity a pris beaucoup d'images autour de lui. Et voilà, donc il est arrivé ici, il a beaucoup bougé. Ça, c'était en août 2012. Et en fait, son but, c'est de monter un flanc de cratères où il y a beaucoup de surface et on pense beaucoup de roches sédimentaires. Donc c'est ça qu'il essaie d'étudier. En fait. Voilà ici beaucoup d'argile ici par exemple. Ça c'est voilà, il monte sur le mont Sharp ici. Un autre selfie de Curiosity qui est dans son environnement. Et là, voilà le mont Sharp qui est devant le cratère Gale et le petit chemin suivi par le rover Curiosity. Donc, en fait, il recherche des argiles, de l'olivine, des sables,
des traces de rivières, des méandres, des alluvions. Ils recherchent un petit peu tout ce qui est lié à l'eau, ou en tout cas au passé liquide de Mars, on va dire. Euh, il a observé un transport de sédiments par ruissellement qui a été sur le site Shaler dans le cratère Gale. Ça, c'est observé par Curiosity. Ça, c'est la crête de Vera Rubin là, avec des oxydes de fer. Là, on a aussi des roches sédimentaires avec peut-être des couches ici. Tout ça suggère qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Donc, il y a une sonde qui s'appelle ExoMars, la sonde européenne, avec un orbiteur TGO, Trace Gas Orbiter, qui en fait mesure la composition en méthane, on en reparlera, de l'atmosphère de Mars, et un Schiaparelli qui s'est posé mais un peu scratché quand même en 2016, et le rover donc lui va être lancé en 2022. Donc là, le but c'est de rechercher les molécules organiques, des traces de vie, et je vous ai dit, le but ambitieux c'est de forer sur 2 mètres sous la surface martienne. Ça c'est, là vous voyez ici là vous voyez ici Schiaparelli qui s'est en fait écrasé sur la surface martienne. Bon, on va passer vite, c'est pas drôle, mais ici vous avez le parachute de Schiaparelli. Beagle 2 c'était une autre sonde européenne qui s'était écrasée. Et ça c'est l'hélitroyage du module. Donc il y a de l'eau liquide sur Mars. Il y a même eu des tsunamis. Ici vous avez un plissement de terrain dans la surface martienne, là, que vous voyez là. Eh bien, certains scientifiques ont proposé que ce plissement soit dû à un tsunami énorme créé par un impact sur Mars, impact météoritique, il y a 3 à 3,5 milliards d'années, avec une vague de 300 mètres de haut déferlant à 220 km/h sur une distance de 1200 km. Imaginez un petit peu le tsunami. Ça, c'est InSight, donc c'est cette sonde américaine avec participation française, dont le but est de détecter s'il y a des tremblements de terre, tremblements de Mars du coup, des ondes sismiques. Et ça, c'est pour connaître mieux l'intérieur de Mars. On sait que sur la Terre, il y a une graine au cœur qui tourne très vite et c'est une graine avec un noyau de fer qui permet de créer cette ceinture de rayonnement qui nous protège du rayonnement solaire. Et bien sur Mars, on aimerait bien comprendre comment est l'intérieur de Mars et en particulier savoir s'il y a eu, à un moment donné, un champ magnétique plus puissant que ce qu'il y a actuellement. Le champ magnétique actuellement sur Mars est assez faible. Alors, le polémique sur le méthane. Mars Express avait un instrument qui s'appelle Planetary Fourier Spectrometer qui a détecté du méthane dans l'atmosphère de Mars. Entre 10 et 30 parties par milliard, cette valeur est controversée, mais ce qui est intéressant, c'est que la durée de vie du méthane sur Mars est de 300 ans, à cause de la pression, de la température, etc. Ça veut dire que si vous détectez du méthane, il faut que le méthane ait été créé récemment. Or, il peut avoir 2 origines, soit géologiques venant des volcans, soit biologiques provenant par exemple des bactéries méthanogènes. Mais une grande partie du méthane sur Terre provient des ruminants, les vaches par exemple. Donc pour l'instant, on n'a pas vu de vaches sur Mars, mais donc il faut savoir d'où vient ce méthane. Donc c'est pour ça qu'a été lancé TGO, le Trace Gas Orbiter, la sonde européenne qui orbite autour de Mars actuellement. Et donc ça, c'est TGO a pris une image des aurores martiennes qui sont produites par de l'oxygène entre 80 et 120 km d'altitude. Donc ça, c'est une image en visible et ultraviolet. Donc vous voyez l'atmosphère très ténue de Mars. Là. Ça correspond donc aux aurores polaires. Quand nous on regarde les aurores polaires sur Mars, on voit sur la Terre, pardon, on voit une atmosphère beaucoup plus épaisse. Là, l'atmosphère sur Mars est vraiment très ténue. Je vous dis, quand on est au sol, c'est comme si on respirait à 50 km de l'altitude sur Terre. Voilà, quelles seraient les sources de méthane? Eh bien, soit ça peut provenir de volcans, par exemple, mélange de roches volcaniques, de gaz, d'eau, des fissures dans la surface, qui peuvent sortir par les volcans, même par la surface, ou ça peut être des microbes qui vont utiliser de l'énergie produire du méthane. Et ça pourrait sortir, et donc on pourrait détecter du méthane comme ça. De toute façon, il faut produire du méthane pour en voir aujourd'hui. La question, c'est d'où vient-il? On ne sait pas pour l'instant.
On ne sait pas en particulier si la teneur en méthane dépend des saisons, est-ce qu'elle est variable, ça on ne sait pas. On a aussi détecté la matière organique sur Mars, qui date de 3 milliards d'années, dans la roche du cratère de Gale. Ça, c'est Curiosity qui a fait cette découverte. Et ça veut dire qu'il y a des molécules complexes qui se sont formées sur Mars. Donc en gros, sur Mars, l'apparition de la vie élémentaire était possible il y a 3,8 milliards d'années. Il y avait de l'eau liquide en permanence avec des pluies, rivières, des océans, température supérieure à 0 degré, puisqu'il y avait de l'eau liquide, pendant 700 millions d'années. Une atmosphère dense, possiblement un effet de serre avec une température plus importante, et des micrométéorites qui tombaient. Donc on avait de l'eau liquide, on avait de l'énergie, on avait de la matière organique. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la vie ait pu apparaître sur Mars. Si elle a apparu, soit elle a disparu, soit elle est encore active, soit elle n'est plus active, mais elle est fossilisée. Donc c'est ça qu'il faudrait qu'on cherche. Alors ensuite, il y a eu un grand changement. Pourquoi l'eau liquide a-t-elle disparu à la surface? Quel est le cycle glace-vapeur aujourd'hui? Si elle est apparue sur Mars, peut-être qu'il y a de la vie fossilisée qu'on pourrait rechercher plus facilement que sur Terre, parce qu'il n'y a pas de tectonique, il n'y a pas d'érosion autant que sur Terre, sur Mars. Donc, la tectonique n'a pas détruit. Enfin, comme il n'y a pas de tectonique, les anciens sédiments n'ont pas été détruits, donc on pourrait rechercher les traces de vie martienne. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de matière organique à la surface à cause d'oxydants puissants au sol, une dégradation directe par rayon UV du soleil. Par contre, on peut imaginer que sous la surface, il reste des oxydants, les oxydants n'arrivent pas, donc il reste de la matière organique, c'est ce qu'a vu Curiosity par exemple, et donc peut-être même de la vie fossilisée plus bas. Pourquoi il y a eu ce changement sur Mars? Pourquoi à un moment donné il y avait de l'eau, puis maintenant il n'y a plus d'eau? Pourquoi il y avait de l'eau liquide, maintenant il n'y a plus de liquide? Pourquoi potentiellement il y avait des conditions favorables pour que la vie apparaisse, et pas maintenant? Eh bien, l'une des réponses a été apportée par une sonde qui s'appelle MAVEN, qui a montré que le vent solaire a possiblement fait disparaître l'atmosphère martienne. Et qu'en fait, au début de l'histoire de Mars, l'atmosphère était assez conséquente, mais probablement que le champ magnétique n'était pas suffisant pour créer une ceinture de rayonnement. Et donc le vent solaire, en arrivant sur l'atmosphère, a excité les atomes de l'atmosphère, et ces atomes excités sont partis, se sont échappés. Et peu à peu, sur une échelle de, on va dire, de l'ordre du milliard d'années, l'atmosphère a disparu. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi aujourd'hui il n'y a plus d'atmosphère, pas beaucoup, sur Mars, et du coup pourquoi il n'y a plus d'eau liquide. Alors on a détecté un champ magnétique fossile dans la croûte martienne, mais qui n'est pas très fort, qui est beaucoup moins fort en tout cas que ce qu'on a sur la Terre, donc ce qui pourrait expliquer qu'on avait un petit champ magnétique mais pas très puissant, et ce qui n'a pas permis de combattre le vent solaire. Seul sur Mars pendant 24 heures, je vous montre cette petite vidéo effectuée par Serge Brunier, qui est resté 24 heures en réserve d'Atacama, et en fait qui ressemble beaucoup au désert martien. Et surtout, ce qui est joli ici, ce sont cette voie lactée qui tourne dans le ciel. Ça, c'est l'hémisphère rose, petit et grand nuage. Et le soleil qui se lève. Alors, ensuite, après Mars, eh bien, il y a une ceinture d'astéroïdes. Alors là, on a des astéroïdes géocroiseurs. Là, vous en voyez, vous en voyez un pris en photo. Là, c'est un autre astéroïde qui s'appelle Eros. Les astéroïdes contiennent des molécules organiques, simples et complexes, donc elles présentent un intérêt prébiotique. Leur origine est extrasolaire, mais on peut imaginer qu'il y a eu de la synthèse organique in situ. Donc là, vous voyez du régolithe, par exemple, sur l'astéroïde Eros. Un autre astéroïde, Itokawa, il y a 10% d'eau dans les minéraux hydroxylés des astéroïdes qui sont formés à une température inférieure à 300 degrés. Ça veut dire qu'il y a de l'eau, même dans les astéroïdes, comme ça, il y a de l'eau. Ce sont d'ailleurs des cibles d'exploration pour savoir quels sont les éléments. Est-ce qu'il y a des acides aminés, par exemple, à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des minéraux? Est-ce qu'il y a des molécules organiques assez complexes, comme les acides aminés, qui auraient pu arriver sur Terre? Donc, c'est des sites d'exploration pour comprendre l'origine de la vie, mais aussi c'est des sites d'exploration parce qu'il y a des minéraux intéressants qu'on pourrait utiliser dans les transports interplanétaires futurs, par exemple.
Ça, c'est Ryugu, l'astéroïde, avec une sonde ici qui se pose sur Ryugu pour récupérer un peu de matériaux à ramener sur Terre et à analyser. En plus des astéroïdes, il y a des planètes naines. Donc là, par exemple, c'est Cérès. Cérès, constitué de 20 à 30% de glace d'eau sur la surface au pôle et à peu près 1 mètre de la surface à l'équateur. Voilà ici, vous avez Cérès. On a détecté des sels dans les cratères avec de la glace d'eau. Donc même sur Cérès planète naine, il y a de la glace d'eau et aussi des molécules organiques complexes. Là, on a du NH4, molécules organiques, du CO3. Donc on a plusieurs molécules organiques comme ça dans différents cratères de cette planète naine. Il y a une mission Marco Polo qui est prévue pour faire une analyse in situ d'un astéroïde géocroiseur. Géocroiseur, c'est-à-dire que sa trajectoire croise celle de la Terre, carbonée, avec un retour d'échantillons. Cette mission Marco Polo, proposée 4 fois, a été rejetée 4 fois. Mais il y a des missions qui sont en cours, à la fois japonaises et américaines, pour ramener des échantillons d'astéroïdes pour être étudiés ensuite sur la Terre. Les planètes géantes, alors pour la recherche de la vie, c'est pas l'idéal. Ce sont des planètes gazeuses. Donc par exemple Jupiter, c'est une planète gazeuse avec des vents de 360 km/h, sans surface solide. Jupiter, je vous rappelle, c'est 11 fois la rayon terrestre, c'est la plus grosse planète du système solaire, 17 gros satellites, dont les 4 galiléens, Lieu, Europe, Ganymède, Callisto, et les autres formés de glace à une température entre moins 150 et 200 degrés. Bon, ça, c'est les pôles de Jupiter vus par la sonde Juno, qui tourne autour de Jupiter dans le but de mieux connaître l'intérieur de Jupiter. Voilà, donc il y a de super photos de Jupiter, mais ces photos montrent que ce n'est pas là qu'on va de toute façon trouver de la vie. Ça, c'est l'intérieur de Jupiter tel qu'on imagine, avec de l'hydrogène moléculaire, de l'hydrogène métallique, et puis on ne connaît pas, on ne sait pas s'il y a un cœur solide ou pas à l'intérieur, au centre de Jupiter. Donc je passe très vite sur Jupiter, et maintenant j'en arrive sur Europe. L'Europe est un satellite de Jupiter, un satellite qui fait 3000 km de diamètre, qui se trouve à 600 000 km de la planète Jupiter, avec une masse volumique de 3 grammes par centimètre cube, assez proche de Jupiter pour être réchauffé par un intense effet de marée, visité par un voyageur dans les fin des années 70. On a des crevasses énormes sur Europe, avec des fissures qui vont s'ouvrir puis se refermer dans la couche de glace. Là, c'est une image qui fait 17 km de large qui a été prise par Galileo. Autre image de Galileo avec des blocs de glace pivotés, très peu de cratères d'impact, ce qui montre bien, parce qu'il y en a des cratères d'impact, il y en a des météorites qui tombent. Mais si on en voit peu de cratères, ça veut dire que la surface est remodelée de façon continue par des phénomènes cryovolcaniques, similaires à des plaques tectoniques, si vous voulez. Mais c'est de la cryovolcanique, c'est-à-dire que c'est comme de la banquise avec des plaques qui vont bouger les unes par rapport aux autres. On a des stries en forme d'arc qui est en fait du stress, de la contrainte due à des marées océaniques sous-glaciaires. On est vraiment dans des effets de banquise. Et là, vous avez un exemple avec ici un zoom avec des stress dus à des plaques qui s'entrechoquent sur la surface. Et là, juste une comparaison avec la Terre, ça c'est la banquise sur la Terre. Vous voyez qu'on voit les mêmes choses. Du ciel, on verrait exactement la même chose. Donc, c'est comme si on était face à une énorme banquise qui couvrirait l'ensemble de la planète. Alors Galileo a observé en spectroscopie infrarouge des remontées d'eau salée à la surface et a enregistré un champ magnétique induit dans celui de Jupiter, ce qui montre qu'il y a un conducteur électrique dans de l'eau qui se trouve sous la surface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une surface de glace à la surface d'Europe et en dessous vous avez un océan, vous voyez, qui est là, qui est en fait petit comme ça. On pense qu'il fait à peu près 100 km d'épaisseur. Sous 10 km de banquise. Donc vous avez une banquise de glace de 10 km, un océan sous-glaciaire d'eau liquide salée, c'est pour ça qu'il est conducteur, qui fait 100 km d'épaisseur, et puis après vous avez un intérieur rocheux et un cœur métallique. La chaleur interne
nécessaire au maintien d'une eau liquide est apportée par les marées de Jupiter, qui est juste à côté et qui est la planète la plus grosse, donc avec de grosses forces de marée. Donc je vous rappelle, il fait moins 150 degrés à la surface, mais il va faire plus que 0 degré ici sous la banquise. Et donc on a un environnement marin avec des évents hydrothermaux et peut-être une vie bactérienne microscopique. Là vous avez une vue d'artiste avec l'océan, des fissures et ce qui provoque les geysers ici sur Europe. Voilà, là vous avez une image agrandie de ce qu'on aurait. Et donc, donc là, c'est l'une des sites d'exploration du système solaire, puisqu'on aimerait bien savoir s'il y a de la vie souterraine, la vie microscopique dans cet océan d'eau liquide sur Europe. Donc, c'est un objectif prioritaire d'exploration, avec activité de marée hydrothermale sous-glaciaire, océan pouvant héberger de la vie bactérienne microscopique potentiellement encore active. Les questions, c'est est-ce que l'énergie de marée induite par Jupiter est suffisante pour fondre les silicates à une température supérieure à 1200 degrés? Si oui, alors le magma qui provient de la roche qui est en dessous de l'océan va transférer la chaleur du cœur planétaire vers le fond océanique et ça peut même créer des sources hydrothermales, comme on a les évents hydrothermaux sur Terre, et potentiellement des molécules organiques très complexes. Et là, on peut imaginer que de la vie apparaisse. Voilà pour Europe. Maintenant, je vais encore plus loin. Je vais sur Saturne, deuxième planète géante, avec des vents de 1350 km/h. Et là, donc Saturne, très belle planète en particulier à cause de grâce à ses anneaux. La sonde Cassini-Huygens, sonde américaine et européenne, a lancé en 1997 en orbite en 2004, après 3,5 milliards de kilomètres de voyage. Elle a traversé les anneaux, puis ensuite s'est retrouvée en orbite pendant plus de 5 ans en fait. Et dans ses orbites finales, Cassini est tombé sur Saturne pour se désintégrer dans la planète de Saturne. Donc voilà, c'est quelques images de Saturne, de ses anneaux. Là, vous voyez l'ombre des anneaux sur Saturne. Là, vous voyez un satellite. Donc là, on a une multitude d'anneaux individuels qui sont vus par la sonde Cassini. Ça, c'est la division de Cassini, qui en fait contient quand même de la poussière. Et ça, c'est les anneaux de Saturne. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit la composition chimique de ces anneaux. En particulier, quand c'est bleu, c'est de la glace d'eau pure, et quand c'est rouge, c'est de la glace sale avec de la matière organique. Ça veut dire qu'il y a de la poussière. La poussière, c'est de la matière organique. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, les anneaux, surtout proches de la planète Saturne, sont composés en grande partie de matière organique. Ça, c'est une vue d'artiste des anneaux avec une multitude de blocs et de poussière. Température ambiante est de moins de 100 degrés. Voilà. Donc là, on a vu Saturne, les anneaux, c'est pas là qu'on va trouver des formes de vie possibles. Donc j'en viens à des satellites Titan et Encelade. Et d'abord, ce petit satellite là, qui est intéressant, c'est Encelade. Encelade, c'est une petite lune glacée, vous voyez, qui fait la taille à peu près de l'Angleterre, Pays de Galles, Écosse, ici. Encelade, c'est un satellite actif avec de gigarides de pression, des fractures qu'on appelle somnitales, et aussi, comme Europe, une activité géophysique au pôle sud qui est détectée par Cassini par diffusion de lumière solaire, avec des gigantesques geysers qui font 100 km de hauteur, des microparticules de glace, de givre, de l'eau, du sel et des composés organiques tels que méthane, acétylène, propane. Là, vous voyez l'image des geysers en fausse couleur. Donc, on a encore une fois des réservoirs internes de liquide sous pression en contact avec un magma rocheux qui vont sortir par des fissures sur la surface et former ces geysers. Là, vous avez Encelade. Donc, ça, c'est une image en infrarouge avec de la glace remodelée en rouge. Là, vous voyez en fait au pôle sud, la glace est très fine et laisse passer de la chaleur qui provient de l'océan sous-jacent. Ce qui est moins le cas au pôle nord ou autre part parce que la glace est plus épaisse.
Donc au slide, en fait, là vous avez la trajectoire de Cassini qui a survolé à 50 km un panache de geyser, a découvert de l'eau, du sel et aussi de la matière organique. Et donc ce qu'on pense, c'est que y a de la roche qui est chaude, chauffée par les forces de marée parce que Saturne est proche, des poches d'eau liquide, des fissures et de temps en temps la vapeur d'eau qui sort par les fissures de la glace ici. Donc ça correspond à des évents hydrothermaux. Les conditions sont donc favorables aussi à l'apparition de la vie dans ces poches d'eau. Et l'un des responsables de la mission a dit les microbes n'ont pas encore été vus, mais leur nourriture, oui. En tout cas, c'est de l'eau liquide, on a de la bonne température, on a des molécules organiques, on a tout ce qu'il faut pour que de la vie puisse apparaître. Et ça, c'est une coupe en slade avec le rocher ici, la banquise très fine au pôle sud et l'océan sous la banquise. On a une autre vue ici avec les fissures ici qui vont permettre aux geysers de sortir et d'être détectés par exemple par des sondes comme Cassini. Là, vous voyez ici les particules, et là, avec le temps, depuis l'approche la plus rapprochée de Cassini, et vous voyez sur une centaine de secondes, en fait, c'est assez rapide, hein, sur on va dire 10 minutes, vous traversez le panache comme ça du geyser. Donc en 10 minutes de traversée, la sonde Cassini traverse le geyser et détecte du méthane, de la vapeur d'eau, des molécules organiques plus ou moins complexes sur toute la traversée. Et là, c'est une vue d'artiste. Donc là, c'est l'image que je vous ai déjà montrée avec la poche d'eau liquide qui est chauffée par la roche chaude qui est en dessous, les fissures. Et là, vous avez une vue d'artiste au moment de ces fissures-là qui provoquent les geysers en surface dans Slade. Et en fait, c'est exactement maintenant ce qu'on veut explorer. En tout cas, il y a de l'eau, il y a des molécules organiques, il y a de l'énergie interne, chimie en équilibre. C'est exactement similaire aux évents hydrothermaux terrestres. Et donc, on a bien envie d'aller voir là pour voir ce qui s'y passe, en particulier pour voir s'il n'y a pas de la vie qui aurait pu se former dans ces endroits. Donc ça, c'était en slide. J'aurai maintenant un Titan. Titan, c'est un satellite de Saturne. C'est le plus gros satellite du système solaire avec un diamètre de 5150 km. Et surtout, c'est le seul satellite qui ait une atmosphère. Là, c'est la vision que vous avez depuis la Terre de ce Titan. Vous voyez qu'on ne voit pas de cratère, on ne voit pas de relief. On pense qu'il y a des océans de métal avec une température de moins 180 degrés, moins 180. Rotation 16 jours, révolution 30 ans, puisqu'évidemment, c'est un satellite de Saturne, et Saturne c'est loin. Il y a des saisons qui durent 7 ans et une inclinaison très similaire à l'inclinaison terrestre de 27 degrés. Donc voilà, donc ça c'est la vision depuis la Terre, ça c'est la vision depuis Voyager, la sonde Voyager qui est passée à côté, et ça c'est la vision depuis Cassini avec beaucoup plus de détails. En particulier, vous voyez des cirrus ici, des nuages de glace dans la haute atmosphère de Titan. On voit donc des océans de méthane liquide, là c'est la partie sombre, moins 180 degrés, de la glace d'eau, ça c'est ce qu'on voit ici, et des nuages de méthane ici, des cirrus de méthane. Et ça, c'est l'endroit où a atterri la sonde Huygens, dont je vais vous parler maintenant. Donc, le climat de Titan est très aride à l'équateur, typiquement comme Death Valley, mais en beaucoup moins chaud. Semi-aride au pôle, avec des nuages et lacs, et 10% de couverture nuageuse. Les vents sont très forts, à peu près 100 mètres par seconde dans la haute atmosphère, avec une super rotation, l'atmosphère tourne beaucoup plus vite que la planète, et des vents faibles en surface, et présence d'orages et de pluie. Ce qu'on voit ici, on voit des éclairs orageux sur la planète Titan. Là, je vous montre un coucher de soleil derrière la haute atmosphère stratifiée, donc ce qui doit être assez sympa. L'atmosphère est quand même très épaisse, hein, donc quand vous êtes sur la surface, vous ne voyez pas grand-chose. En plus, le soleil est très loin. L'atmosphère est dense, 1,5 bar, donc plus dense que sur la Terre. Et donc là, c'est l'image infrarouge, avec les nuages de méthane gelé. Ce qui est sombre, là, ce sont les hydrocarbures qui sont lourds, le méthane liquide. Ce qui est clair, c'est la glace d'eau. On a des lacs au pôle. Et ça, c'est le site d'atterrissage de Huygens.
l'éruption de Huygens dont j'ai parlé. Là, vous voyez l'image en fausse couleur. Voilà, ça, c'est le largage de Huygens qui plonge dans l'atmosphère le 25 décembre 2004 et qui descend pendant 2h20. Descente ralentie avec parachute, ça c'est une image du l'artiste évidemment, donc 150 km de descente, et qui va survivre 3 heures à la surface, donc 1h10 vu par Cassini. Ce que vous entendez, c'est le radar qui fait le lien entre la sonde et le sol. Donc en fait, ce qu'on entend, c'est que petit à petit, l'écho revient de plus en plus vite parce que la distance se rétrécit entre le module et la surface. Et à un moment donné, vous allez entendre lorsque la sonde touche le sol. On s'en rapproche. Voilà, la sonde a touché le sol. Donc là, vous avez vécu 2h20 de descente un petit peu accélérée. Et donc là, pendant ce temps-là, Huygens a traversé l'atmosphère, a même pu étudier l'atmosphère, a détecté des molécules plutôt complexes, des molécules organiques plutôt complexes, et a aussi pris des photos. Donc ça, c'est une vue radar de Huygens avec finalement peu de cratères sur Titan, parce qu'il y a une érosion forte, et des dénivelés qui ne sont pas très forts, d'ordre de 2 km. Des lacs de méthane liquide, à moins 180 degrés, avec des vagues de méthane qui vont déferler sur une côte rocheuse de glace d'eau, et peut-être des écoulements. Alors là, l'image elle a une largeur de 75 km. Donc voilà, ça c'est la surface, 115 par 170 km, vue par le radar de Cassini à 1200 km. Là, vous voyez un grand lac qui fait à peu près 300 km avec une île de 150 par 90 km². Vous voyez une île. Il faut imaginer, vous avez une île recouverte de glace solide et autour, vous avez cet océan de méthane liquide. On a des fractures, des défauts de croûte glacée. Là, vous avez un réseau, donc pas hydrographique, mais plutôt méthanographique, sec, avec une longueur de 200 km. Des mers très sombres, des champs de dunes. On a avec du sable, de la glace d'eau, des hydrocarbures. Et les îles claires sont en fait des montagnes de glace d'eau, évidemment, de l'eau gelée. Donc, on a un paysage qu'on pourrait nommer titanesque. Là, c'est une mosaïque. On est à 16 km d'altitude. Donc, on a les continents, les mers, les rivières, la côte, les estuaires, des deltas, des îles. Donc, on est presque sur la Riviera, mais c'est la Riviera de Titan, avec, je le répète, température ambiante de moins 180 degrés et des océans de méthane, avec des vagues se déferlant sur la côte. Et l'atterrissage de Huygens a lieu ici. Donc quelques images lorsque Huygens descend, ça c'est depuis 10 km d'altitude. Vous voyez ici quelques reliefs à 10 km d'altitude. Et là, il est en train de prendre au radar, de voir où est-ce qu'il va atterrir en gros. Et finalement, on va arriver à la surface. Là, c'est la vue oblique. Donc, vous voyez de nouveau, là, on voit la côte sur l'océan de méthane. Et on en arrive à cette photo du site d'atterrissage. Voilà. En fait, on ne voit pas grand-chose. Mais on voit quand même qu'il a atterri dans un endroit solide, où on voit des petits galets qui sont arrondis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est tombé dans un marécage qui est peu profond, asséché en été, température très basse, je vous l'ai dit, moins 180 degrés, il n'y a pas de liquide, mais il y a du sable, il y a des galets arrondis et il y a de la glace d'eau. Le sol, il est mouillé par le méthane liquide, il est riche en composés organiques, et les galets arrondis, ils ont été arrondis par de l'eau, pas par de l'eau, pardon, mais par du liquide, c'est-à-dire du méthane liquide qui a roulé les galets. Voilà, donc c'est la preuve qu'il y a du méthane liquide sur le sol de Titan. Donc on peut faire un peu de titanographie. On a ici, ça c'est le site d'atterrissage. Là les réseaux fluviatiles que je vous ai montré tout à l'heure. Là on a des dunes de sable. Là on a des cratères, réseau fluviatile. Il y a encore des dunes.
Et ici, tout ça, c'est la cartographie de Titan. Pendant la descente, Huygens a pu analyser l'atmosphère avec une analyse spectroscopique. Donc Titan, l'atmosphère Titan est composée à 90 à 95% d'azote, un petit peu de méthane, euh, avec un dégagement permanent de méthane, une activité géologique interne détectée par l'argon, plus d'épais brouillard d'aérosol organique et d'hydrocarbures, donc possiblement la chimie prébiotique et des traces de vapeur d'eau aussi. Et vous voyez tous ces molécules complexes qui sont là. Le modèle de Titan, c'est ça, un noyau ferro-rocheux avec une atmosphère, des nuages, des pluies de méthane, une couche de glace sale avec convection volcan montagne entre 50 et 100 km. Sous la surface, on pense encore qu'il y a un océan d'eau liquide avec de l'ammoniac et du méthane sur 200 km, puis encore une couche de glace, et on retombe après sur un noyau ferro-rocheux sur à peu près 2000 km. Il y a aussi des tempêtes de poussière. Là, vous avez des exemples de tempêtes de poussière sur Titan, alors qui ne sont pas aussi globales que sur Mars, mais quand même qui peuvent être très fortes. Là, il y a une vue d'artiste de cette tempête de poussière. Je ne suis pas sûr, je pense qu'on ne verrait pas Saturne depuis Titan parce que l'atmosphère est très, très épaisse. Donc ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que y a des océans sous-glaciaires, sous la surface de plein de satellites. Sur la surface d'Europe, on l'a vu, sous quelques kilomètres de glace, sur la surface de Ganymède, Callisto, sur la surface de Titan, on l'a vu aussi, sur la surface d'Encelade, comme on l'a vu, avec à peu près 100 km d'épaisseur. L'équivalent terrestre, c'est le lac glaciaire antarctique Vostok, qui est âgé de 1,5 million d'années. Et à l'intérieur de ce lac, la faune était sans contact avec l'atmosphère depuis à peu près 100 000 ans. Les autres planètes géantes, Uranus, Neptune, l'atmosphère a composition identique au Soleil, c'est des planètes gazeuses avec un cœur de fer. Bon, ce ne sont pas des planètes sur lesquelles on va chercher de la vie, donc je passe très rapidement. Et on arrive ensuite à l'astéroïde de la ceinture de Kuiper. Ça, c'est Arrokoth qui a été pris en photo par New Horizons de la NASA. Ça, c'est Itokawa, qui est pris par l'agence JAXA, l'agence japonaise. Ça, c'est Ryugu, donc là, c'est l'astéroïde. Après 3,5 ans de voyage, 3,2 milliards de kilomètres, il y a la sonde japonaise Hayabusa 2 qui s'est posée, qui a récupéré un échantillon dont le but, c'est de le ramener sur Terre. Il y a aussi les comètes. Alors, les comètes, donc il y a les sondes Vega 2, Giotto Suisei, Sekikake, qui ont photographié la comète de Halley, que vous voyez ici, c'était en 1986. Les comètes Hyakutake 1996 et Bob 1997 qui ont été étudiées. Le résultat, c'est que les comètes sont des boules de neige sales, avec des grains cométaires qui sont riches en matière organique, un taux moyen en masse de carbone à peu près 14%, et de l'acide cyanhydrique et du formaldéhyde. Ici, ça c'est la comète Tempel 1 qui a été bombardée par une sonde de la NASA qui s'appelle Deep Impact. Le but c'était donc de la bombarder pour qu'il y ait un panache et d'étudier la composition de ce panache. Donc ça a été fait le 4 juillet 2005. Vous voyez ici l'image de cet impact qui a percuté la comète, qui a formé un cratère de à peu près 30 mètres de diamètre et donc a éjecté quelques tonnes de matière du sous-sol. Et donc ont été détectés de l'eau, du dioxyde de carbone et évidemment aussi de la poussière. La sonde Stardust, lancée en 1999, a collecté des poussières de la cométaire Wild 2 en 2004 et la capsule a atterri dans le désert de l'Utah en 2006. Donc il y a eu un impact de grains cométaires dans un aérogel entre 0,2 et 3 mm maintenu par une feuille d'aluminium. Identification de matière organique prébiotique, en fait, donc ça a été ramené sur Terre, ça a atterri dans les airs de l'Utah, ça a été ramené sur Terre et analysé. Donc matière organique prébiotique, de l'alcool, cétone, aldéhyde, acide, carboxylique, cyanhydrique, des amides, des nitriles et aussi de la glycine, qui est l'acide aminé le plus simple. Donc ça permet de justifier un petit peu la théorie de la panspermie dont on a parlé dans le premier cours. Les molécules ont été formées à très haute température près du Soleil et elles survivent à l'espace. On a aussi détecté des jets de gaz et de neige de la comète Hartley 2
qui est une comète jovienne, c'est-à-dire de Kuiper, donc vers Neptune. Ça, c'est l'image de cette comète. Avec la détection d'eau mi-lourde, donc la comète renferme une eau similaire à celle des océans terrestres. Et on pense que l'eau sur Terre a une origine extraterrestre, c'est-à-dire que la Terre était initialement dénuée d'eau, puis bombardement de plein de petits corps glacés du système solaire, astéroïdes et comètes qui ont ramené de l'eau sur Terre. Et évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner Rosetta. Donc ça, la sonde Rosetta, sonde européenne lancée en 2004, qui a parcouru 5 milliards de kilomètres, qui est arrivée en mai 2014, a orbité en août 2014, cartographié pendant 6 mois Churyumov-Gerasimenko, qui a largué Philae, puis Philae a atterri, analysé un peu la surface et la glace sous-jacente de la comète Chury. Donc Chury, c'est le petit nom pour Churyumov-Gerasimenko. Là, vous avez le Soleil, la Terre. Donc en fait, la sonde a été lancée, a tourné plusieurs fois, a tourné autour des planètes pour utiliser un effet de fronde gravitationnelle, a survolé Lutetia, un autre astéroïde, et 10 ans plus tard est arrivé à côté de la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc là, c'est la vue de la Terre par le VLT à 500 millions de kilomètres. Et là, c'est la vue de Rosetta. 67P, la comète, est formée en fait de deux noyaux agrégés. On pense qu'ils sont entrés en collision à faible vitesse. Donc, il s'agit d'une comète jovienne de la stature de Kuiper avec une période de 6,5 ans. En fait, c'est une comète qui reste assez raisonnable en taille, puisqu'elle fait à peu près 4 par 3 km, avec ces deux noyaux-là. Vous voyez par rapport à Paris, ici, ça fait cette taille-là. Ce n'est pas une boule de neige sale comme on pensait auparavant. En fait, c'est plutôt une boule de poussière glacée, poreuse à 70%. Elle est très très poreuse. Il y a plein de trous dans la comète et il y a plein de glace à l'intérieur. Et en fait, ce dégazage que l'on voit ici, la queue de la comète, en fait, il est dû à la chaleur solaire. Le soleil chauffe la comète, ça fait entrer en ébullition la glace qui est à l'intérieur, qui ensuite sort de cette comète. Et donc, on a plusieurs images de ce dégazage qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Vous voyez la comète sous différents angles avec ce dégazage qu'on voit partout. Voilà, ça c'est un selfie de Rosetta et de Philae à 16 km de la comète Chury. Et donc là, Rosetta a largué Philae, et Philae, le but c'était qu'elle se pose sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, donc Chury. Ça c'est Rosetta vue depuis Philae. Philae a été larguée par Rosetta. Ça c'est Philae vue depuis Rosetta avec la comète ici en premier plan. Et après c'est l'atterrissage. En fait c'est un double atterrissage puisque les harpons qui devaient s'accrocher à la comète, les harpons de Philae, n'ont pas fonctionné. Donc elle a rebondi, elle a touché ici et ensuite elle allait se ficher à côté d'un rocher. Là elle n'a plus bougé. Malheureusement elle était mal posée, donc les panneaux solaires n'ont pas pu bien se recharger. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu fonctionner longtemps sur la comète. Ça, c'est la première photo prise par Philae sur la comète. Donc, Philae fonctionnait, mais n'était pas en bonne position. Et ça, c'est la reconstruction de comment était Philae par rapport aux rochers alentour. Et donc, Philae a quand même réussi à faire un petit peu de science. En particulier, elle a fait de l'imagerie sol par une caméra, elle a mesuré le champ magnétique, elle a étudié la structure interne du noyau, elle a analysé les propriétés du sol et des grains, et elle a analysé la composition chimique du sol par rapport à la surface. Rosetta a fait aussi beaucoup de sciences, 80% en fait des apports scientifiques, dans l'imagerie, l'analyse chimique des matériaux dégagés, et a récolté plein d'informations, et en particulier montrer que la densité de la comète était de 0,47 g par centimètre cube, c'est-à-dire la moitié de la densité de l'eau, donc vraiment très poreux. La comète pourrait flotter dans un grand océan, avec une grande porosité, entre 70 et 80%. Ça, c'est des grains de poussière de la comète. Voilà, ils ont même des petits noms. Ça, c'était... je ne sais plus comment ils s'appelaient. Mais bon, comme les grains de poussière, il n'y en avait pas tant que ça au début, ils avaient des petits noms. Donc ça, c'est des grains de poussière qui contiennent la matière organique, des schnops, les carbones, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, et de la glycine, l'acide aminé plus simple. Ah voilà les petits noms. Kenneth et Juliette, vous voyez, c'est des petits grains. Donc là, vous avez la taille de 100 microns. Et c'est des petits grains qui ont été récupérés par la sonde Rosetta. Voilà, donc ça, c'est une image de l'Agence spatiale européenne pour montrer qu'elle a détecté différents
molécules organiques provenant de la comète. C'est vraiment des réservoirs de molécules organiques plutôt complexes. Et ensuite, il y a le verdict de l'eau. Ça, c'est la mesure de spectrométrie de masse. En fait, là, vous avez le rapport entre le deutérium, qui est de l'hydrogène lourd par rapport à l'hydrogène. Et là, vous voyez, la Terre est là. Donc, en fait, si on veut trouver ce qui a alimenté les océans terrestres, il faut trouver des éléments sur lesquels il y a de l'eau qui ressemble, qui a les mêmes propriétés que l'eau sur Terre. Donc, ça peut être le cas des astéroïdes. Par contre, ce n'est pas le cas des planètes géantes. Ce n'est pas le cas d'Encelade. Ce n'est pas le cas de la plupart des comètes. C'est peut-être le cas de Hartley-2, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les comètes de la famille de Jupiter, mais on voit que ce n'est pas non plus le cas de 67P, la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc l'eau de la Terre ne provient pas de comètes du type 67P, Churyumov-Gerasimenko. Donc là, c'était les astéroïdes, ici en gris, et ça, c'est les planètes joviennes Hartley-2, et la comète Churyumov-Gerasimenko. Et voici la dernière photo de Philae prise par Rosetta. Là, vous voyez ici, voilà. Rosetta a pris en photo Philae, qui est cachée là derrière le grand rocher et qui montre qu'elle est vraiment à l'ombre. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas recharger ses panneaux solaires. Elle est ici, en fait, cachée derrière ce grand rocher-là. Et vous voyez que la surface est très accidentée, hein, la surface de Churyumov-Gerasimenko. Et ça, c'est la dernière photo de Rosetta avant son crash sur la comète. Alors, il y a aussi des visiteurs du système solaire. Par exemple, là, on voit Oumuamua, qui est un astéroïde en forme de grand cigare. Ça, c'est une vue d'artiste, qui a traversé le système solaire en 2017. Voilà, c'est un astéroïde qui vient d'ailleurs, qui traverse le système solaire et qui part. Alors, on a un autre, là, c'est la comète 2I Borisov. C'est une comète qui provient d'en dehors du système solaire, qui est passée dans l'hiver 2019, un nœud de 2 km, qui a traversé le système solaire et puis qui est parti. Donc, il y a une trajectoire comme ça qui provient de l'extérieur du système solaire et qui part vers l'extérieur du système solaire. Elle n'est pas liée gravitationnellement au Soleil. Elle provient d'ailleurs. Partons maintenant dans les confins du système solaire. Ça, c'est la sonde Voyager 1, lancée en 1977, qui vient de sortir du système solaire. Donc là, vous voyez, Voyager 1 et Voyager 2 viennent, alors qu'on les a lancés quand même il y a maintenant plus de 40 ans, elles viennent de sortir du système solaire. Et ça, c'est Voyager 2, et vous voyez en fait la sortie du système solaire. Voilà, c'est quand là vous avez les rayons cosmiques de la galaxie qui sont en gros arrêtés par la sphère d'influence magnétique du Soleil. Et dès qu'on en sort, eh bien, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Donc ça, c'est le signe que ces sondes-là sont sorties du système solaire. Et donc, en 1990, Voyager 2, à 6,4 milliards de kilomètres de la Terre, se retourne et prend une photo de la Terre. Voici la Terre. Ça, c'est de la poussière qui, en fait, la poussière qui a permis de former les planètes du système solaire. Et Carl Sagan écrit ce texte: nous avons réussi à prendre cette photo depuis l'espace lointain, et si vous l'examinez, vous voyez un point, c'est ici, c'est nous. Pensez au fleuve de sang versé pour tous ces généraux et empereurs, pour qu'ils puissent, dans la gloire et le triomphe, devenir les maîtres temporaires de fraction de ce point. Pensez aux cruautés infinies infligées par les habitants d'un coin de ce point à des habitants difficilement différenciables vivant sur un autre coin de ce point. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Le prochain cours sera sur les exoplanètes. Donc là, on continuera notre recherche de vie, mais beaucoup plus loin de nous. Merci.